personne sur 3 est aujourd'hui victime ou ex-victime d'un manipulateur narcissique sans même le savoir. Ce n'est pas une théorie, c'est ce que révèlent les dernières études de l'OMS et de l'université de Stanford. Et peut-être que c'est ton cas. Au début, tout paraît normal, même beau. Il ou elle te regarde comme personne ne l'a jamais fait. Tu as l'impression d'être enfin compris, enfin vu, enfin aimé. Mais petit à petit, quelque chose change. Tu commences à douter, à marcher sur des œufs. Tu ne reconnais plus ta propre voix. Et quand tu parles, tu sens que l'autre n'écoute que pour mieux manipuler ce que tu viens de dire. Tu n'es pas faible. Tu es tombé dans un piège construit pour te séduire. Un piège calibré psychologiquement, émotionnellement, neurologiquement. Et ce piège, les pervers narcissiques l'utilisent à grande échelle. Selon une étude de 2023 menée par l'American Psychological Association, près de 80% des victimes disent avoir mis des années à comprendre qu'elles étaient sous emprise. Mais il existe une issue. Il existe des armes invisibles, puissantes, mentales, qui peuvent déstabiliser un manipulateur sans élever la voix, sans se battre. Des armes que les stoïciens, les philosophes, les neuroscientifiques et les survivants ont utilisées pour se relever, se reconstruire et ne plus jamais être dominés. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment reprendre le contrôle, comment désactiver son pouvoir et surtout, comment redevenir inébranlable. Si tu es ou si tu as été dans ce genre de relation, laisse un like. Et si tu veux libérer la parole, partage ton histoire ou écris simplement « merci » dans les commentaires. Tu ne sais pas à quel point ce simple mot peut aider une autre personne à sortir de l'ombre. Freud disait que l'on ne devient pas victime d'un manipulateur par hasard, mais parce qu'il touche une faille en nous que nous refusons de voir. Et Carl Jung, de son côté, affirmait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Voilà le point de départ. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas naïf, mais vous êtes humain. Et c'est justement pour cela que vous êtes devenu une cible. En 2020, une étude de l'Université de Chicago a révélé qu'une personne sur 6 a déjà vécu une relation avec un manipulateur narcissique. Et parmi elles, 80% affirment ne pas avoir vu les signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi? Parce que les pervers narcissiques ne s'attaquent pas à votre force, mais à votre besoin d'amour, d'attention, de reconnaissance. Et ce besoin, on l'a tous. Quand vous entrez dans une relation avec un pervers narcissique, vous ne voyez pas un monstre. Vous voyez quelqu'un qui semble vous comprendre mieux que quiconque, qui sait où appuyer pour que vous vous sentiez spécial. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le leurre empathique, une phase d'activation intense de la dopamine et de l'ocytocine, les hormones du plaisir et du lien affectif. Votre cerveau est littéralement drogué à l'autre. Ce n'est pas une métaphore, c'est une IRM. Et puis, ça glisse. Petit à petit, le regard se fait plus critique. Les compliments disparaissent. Vous commencez à douter. Mais c'est là le génie toxique du pervers narcissique. Il ne vous attaque pas de front. Il se glisse dans vos failles. Il vous pousse à vous remettre en question avant de remettre en question la relation. Et c'est là que la faille intérieure devient un champ de bataille. Mais d'où vient cette faille? Selon les travaux de John Bowlby sur l'attachement, près de 50% des adultes développent un attachement dit insécure, c'est-à-dire qu'ils ont grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, imprévisible ou absent. Et c'est exactement ce que le manipulateur reproduit. Une montagne russe émotionnelle, une récompense, puis une punition, puis une attention, puis un froid. Le cerveau s'y accroche. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un conditionnement. Le psychiatre Boris Cyrulnik raconte souvent que les personnes les plus empathiques sont aussi les plus exposées, parce qu'elles cherchent à comprendre, à excuser, à réparer, parce qu'elles pensent que leur amour peut guérir l'autre. Mais un pervers narcissique ne cherche pas à être guéri, il cherche à dominer, à absorber, à briller à travers vous. Il se nourrit de votre doute, il s'épanouit dans votre besoin de validation. Marc Aurèle écrivait « Celui qui te fait du mal est lui-même blessé ». C'est vrai. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rester. Le stoïcisme nous enseigne une chose fondamentale.
Ce qui t'arrive n'est pas ce que tu contrôles, mais la façon dont tu y réponds, ça, c'est ta responsabilité. Et avant de répondre, il faut comprendre. Alors comprenons. Vous tombez dans le piège parce qu'il a été conçu pour vous séduire, pas pour vous choquer. Et plus vous êtes brillant, plus vous êtes sensible, plus vous êtes attentionné, plus vous êtes vulnérable. C'est un paradoxe cruel. Le pervers narcissique ne veut pas une personne faible. Il veut une personne forte, mais qui doute d'elle-même. Le docteur Georges Simon, expert mondial sur la manipulation, explique que le narcissique pervers n'est pas une personne malade dans le sens traditionnel. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Il sait ce qu'il fait. Il choisit ses victimes. Il lit les failles sociales, émotionnelles, professionnelles. Il teste. Il observe. Et il ajuste. Si vous avez été manipulé, ce n'est pas parce que vous êtes cassé, c'est parce que vous êtes lumineux. Mais vous avez oublié une chose essentielle. Votre lumière n'a pas besoin d'être validée. Et tant que vous chercherez cette validation à l'extérieur, vous resterez exposé. Les études menées par le professeur Martin Teicher sur les traumatismes relationnels montrent que les effets d'une relation avec un pervers narcissique sont comparables à un stress post-traumatique. Troubles du sommeil, anxiété chronique, perte d'identité et même modifications structurelles dans l'amygdale cérébrale, la zone du cerveau qui régule la peur. Vous ne rêvez pas. Vous avez été reprogrammé émotionnellement. Mais ce que vous allez apprendre ici, dès maintenant, c'est que ce miroir que l'autre a tendu devant vous n'était pas votre reflet. C'était une illusion construite pour que vous doutiez de votre propre regard. Ce doute-là, c'est la première chose à reconquérir. Pas la confiance, pas l'amour, mais le regard, le vôtre. Parce que la vérité, c'est que vous n'êtes pas tombé. Vous avez été entraîné, subtilement, scientifiquement, psychologiquement. Et maintenant que vous voyez le piège, vous allez pouvoir l'étudier, le désamorcer, et surtout, ne plus jamais y retomber. Et c'est ce que nous allons faire, ensemble. Épictète l'a formulé avec une précision chirurgicale. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et face à un pervers narcissique, cette vérité prend une puissance déconcertante. Parce que ce que ce type de manipulateur redoute par-dessus tout, ce n'est ni l'affrontement, ni la confrontation. C'est votre calme, votre maîtrise, votre silence. Une étude publiée dans le Journal of Personality Disorders a analysé les réactions émotionnelles de manipulateurs narcissiques face à différentes postures de leurs victimes. Résultat, la réponse émotionnelle la plus intense chez eux, colère, agitation, perte de contrôle, se produit lorsqu'ils sont confrontés à ce qu'on appelle l'indifférence active. Une forme de retrait intérieur qui ne cherche pas à convaincre ni à expliquer, mais à se préserver. Pourquoi ce silence les désarme-t-il autant? Parce qu'un pervers narcissique ne veut pas juste dominer. Il veut voir l'impact de sa domination. Il se nourrit de vos réactions, de votre confusion, de votre besoin de comprendre. C'est une forme de vampirisme émotionnel. Plus vous êtes en paix, plus vous devenez opaque. Et cette opacité, il la vit comme une menace existentielle. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, évoque une image magnifique. Soit comme le rocher contre lequel viennent se briser les vagues. Le pervers narcissique vous teste sans cesse. Il lance des pics, fait des remarques passives agressives, vous ignore volontairement pour créer un déséquilibre. Et ce qu'il attend, c'est que vous répondiez, que vous soyez blessé. Ou mieux encore, que vous vous justifiez. Mais si vous ne bougez pas, il panique. Ce calme, ce silence, ce regard posé, sans colère mais sans soumission, le renvoie à quelque chose qu'il ne peut pas gérer, sa propre impuissance. Le psychologue américain Craig Malkin, spécialiste du narcissisme, explique que l'ego narcissique est une coquille vide qui a besoin d'être constamment remplie par l'admiration, la peur ou la dépendance. Le silence intérieur coupe cette alimentation. Vous fermez le robinet. Et attention, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la fuite. C'est un positionnement stratégique, une forme de présence inébranlable. En stoïcisme, cela s'appelle ataraxie, la paix de l'âme. Des neuroscientifiques comme Richard Davidson, en étudiant des méditants entraînés, notamment des moines bouddhistes,
ou des pratiquants de philosophie stoïcienne moderne ont découvert que cette stabilité émotionnelle modifie littéralement la structure du cerveau. La zone responsable des réactions impulsives, l'amygdale, devient moins réactive. Le cortex préfrontal, lui, s'active davantage, ce qui vous rend plus lucide, plus centré, plus résilient. Un pervers narcissique déteste ce que vous devenez dans cet état-là. Il ne peut plus lire en vous. Il ne peut plus prédire vos réactions. Vous sortez du script. Vous échappez à la mise en scène. Et c'est là que la transformation commence. Le silence intérieur, ce n'est pas ne rien dire. C'est refuser de jouer un rôle dans sa pièce de théâtre. C'est retrouver votre espace mental, sans chercher à le convaincre de quoi que ce soit. Un témoignage de l'actrice et activiste Evan Rachel Wood, victime de manipulations psychologiques intenses pendant plusieurs années, est révélateur. Elle explique que le tournant s'est produit quand elle a arrêté de vouloir prouver sa valeur. Elle s'est tue, elle s'est recentrée. Et c'est là que l'autre a perdu tout pouvoir. Ce silence, vous pouvez l'incarner à tout moment. Dans vos gestes, votre ton, votre posture, dans votre absence de justification, dans votre manière de ne pas mordre à l'hameçon émotionnel. Ce n'est pas simple, ça demande de la pratique, mais c'est la clé. Sénéca nous rappelle, ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la souffrance, mais sa résistance à celle-ci. Et dans une relation toxique, cette résistance prend souvent la forme du besoin de réparer, de comprendre, de dialoguer, alors que parfois, la vraie réponse, c'est l'absence de réponse. Vous voulez déstabiliser un pervers narcissique? Soyez calme, soyez précis, soyez silencieux là où il vous attendait bruyant, inattendu là où il croyait vous contrôler. Ce n'est pas la guerre, c'est une sortie, une élévation, un recentrage. Et c'est à partir de ce silence intérieur que l'on va, dans la prochaine partie, commencer à inverser subtilement les rôles, sans jamais le dire. Au fait, es-tu abonné à la chaîne? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps. L'âme libre ne fait pas de bruit. Elle agit en profondeur. Ces mots ne viennent pas d'un psychologue moderne, mais de Sénèque, l'un des piliers du stoïcisme. Et pourtant, ils résonnent aujourd'hui plus que jamais. Parce qu'avec un pervers narcissique, il ne s'agit pas de crier plus fort que lui. Il s'agit de changer les règles du jeu, sans jamais annoncer que vous le faites. Le manipulateur fonctionne sur une structure stable et invisible. Il est toujours le maître du cadre. Il pose les questions, il fixe les normes, il décide ce qui est acceptable, ce qui mérite une réaction, ce qui justifie une colère. Et vous? Vous suivez, inconsciemment. Vous entrez dans le théâtre émotionnel qu'il a soigneusement monté. Mais il suffit d'un détail, d'un petit mouvement stratégique pour que ce théâtre s'effondre. Et ce mouvement, c'est l'inversion des rôles. Non pas en prenant sa place, mais en retirant la vôtre du décor. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps, écrivait que la liberté ultime d'un être humain, c'est de choisir sa réponse à n'importe quelle situation. C'est exactement là que commence l'inversion. Non pas en parlant, mais en modifiant votre posture intérieure. Imaginons une scène. Il vous critique, subtilement, sur un détail. Avant, vous répondiez. Vous tentiez d'expliquer, de calmer, de défendre. Cette fois, vous le regardez. Calme. Vous ne niez rien, mais vous ne justifiez rien. Il attend une réaction. Il n'en aura pas. Juste votre présence, pleine, silencieuse. Ce qui était un rapport de force devient un vide, et dans ce vide, c'est lui qui chute. Le docteur Caril McBride, spécialiste mondial des relations avec des narcissiques, explique que l'arme la plus puissante contre eux est ce qu'elle appelle le détachement stratégique. Vous restez là, mais vous n'êtes plus dedans. Vous ne jouez plus. Vous observez. En neurosciences, ce phénomène s'appelle le retrait cognitif. Vous cessez d'alimenter les circuits de réaction automatique. Vous ne participez plus émotionnellement à la danse qu'il vous impose. Et à mesure que vous reprenez ce contrôle, votre cortex préfrontal s'active. Vous redevenez maître de votre narration. Le pervers narcissique, lui, le sent immédiatement. Il se sent floué, privé de carburant. Il vous reprochera d'être distant, changé, pas comme avant. Et ce sera vrai. Vous n'êtes plus dans son système. Vous êtes devenu un miroir vide.
Et ce vide l'oblige à se confronter à lui-même. Dans un entretien célèbre, l'actrice Emma Thompson évoquait sa relation passée avec un homme manipulateur. Il attendait que je m'effondre comme avant. Ce jour-là, je suis resté debout. Je n'ai rien dit. Et il a su que tout avait changé. Ce changement, ce renversement, se fait sans mots. Il se manifeste dans votre manière de poser une limite sans la défendre, de refuser sans vous excuser, de quitter la pièce au lieu de justifier votre présence. Et surtout, dans votre regard, vous ne cherchez plus à comprendre, vous observez. Carl Jung disait « Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme ». Et ici, il ne s'agit pas de nier le jeu du pervers narcissique, il s'agit de le voir, de le comprendre et de ne plus y jouer. Le changement de rôle se fait donc dans l'invisible. Vous cessez d'être l'objet de son pouvoir, et en retour, vous devenez sujet de votre propre espace mental, émotionnel, identitaire. Ce n'est pas une revanche, ce n'est pas une punition, c'est une reprise de souveraineté. Mais attention, ce processus n'est pas immédiat. Il va tester vos nouvelles limites, appuyer encore plus fort, jouer la carte de la victimisation ou de la séduction. Mais si vous tenez, même quand ça tremble, vous redessinez le cadre. Et cette fois, c'est lui qui n'en connaît plus les contours. Le philosophe stoïcien Hiéroclès conseillait de réduire la distance émotionnelle avec ce qui est en nous et l'augmenter avec ce qui est en dehors de nous. Ce mouvement de recentrage, vous êtes en train de l'incarner. Vous n'êtes plus un personnage de sa pièce, vous devenez l'auteur de la vôtre. Et à partir de là, une nouvelle dynamique va naître. Celle où vous n'êtes plus dans la survie, mais dans la stratégie. Non plus dans la réaction, mais dans la construction. Et cette construction se nourrit d'un moteur puissant, l'indifférence active. Ce sera l'objet de la prochaine partie. Et croyez-moi, pour le pervers narcissique, c'est là que la vraie tempête commence. Ne pas réagir, c'est parfois la plus violente des réponses. Cette phrase, que l'on attribue souvent à Carl Gustav Jung, résume avec une précision glaçante ce que ressent un pervers narcissique lorsqu'il se heurte à l'indifférence active. Ce n'est pas un simple silence, ce n'est pas une fuite, c'est une réponse stratégique, une posture, un signal, et c'est ce qu'il redoute le plus. Le docteur Ramani Durvasula, psychologue clinicienne mondialement reconnue pour ses travaux sur les personnalités narcissiques, l'explique clairement. Un pervers narcissique peut supporter votre colère, vos larmes, vos cris, mais pas votre absence. Pourquoi? Parce que votre attention, qu'elle soit positive ou négative, alimente son ego. Elle lui donne une existence. Elle valide son importance. Et là, vous coupez tout. Pas de réponse, pas de justification, pas d'explication, pas de regard suppliant. Vous devenez vide de réaction, mais plein de présence. Et ce contraste est insupportable pour lui, parce qu'il ne sait plus s'il vous atteint, s'il vous touche encore, s'il existe encore dans votre esprit. En psychologie comportementale, ce phénomène s'appelle l'extinction émotionnelle, une technique utilisée dans certaines thérapies comportementales. Lorsqu'un comportement toxique n'est plus renforcé, il finit par s'éteindre. C'est mécanique. Mais dans le cas d'un manipulateur, cette extinction produit un contre-coup brutal. Car pour lui, la perte de contrôle est une agression narcissique. Selon une étude de l'Université du Michigan, publiée en 2019, 73% des personnes ayant mis en place une rupture de contact, appelée no contact, avec une personne narcissique, ont observé une augmentation immédiate de comportements de panique chez l'autre, appels incessants, menaces voilées, promesses de changement, tentatives de victimisation. C'est une tempête de réactivité, parce que l'indifférence active, c'est la fin du jeu. Et attention, ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'hostilité, c'est de la paix. Une paix intérieure que vous installez, non pas contre lui, mais pour vous. Marc Aurèle écrivait « Ignore ce qui n'est pas en ton pouvoir et concentre-toi sur ce que tu maîtrises. » L'indifférence active, c'est ça. Vous retirez le pouvoir que vous lui aviez donné, celui de vous définir à travers vos émotions. Mais pourquoi est-ce si efficace? Parce qu'un pervers narcissique vit dans une illusion de toute puissance. Il veut être l'auteur de votre chaos intérieur. Et si soudainement vous ne réagissez plus,
Il ne sait plus s'il vous possède encore. C'est comme s'il tendait un filet dans le vide. Il y a un vertige. Carl Jung affirmait que la chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même. Et c'est précisément ce que le narcissique fuit. Il construit toute sa vie pour éviter le face-à-face avec sa propre vacuité. Votre indifférence le renvoie à cette vacuité. C'est comme si vous lui montriez un miroir sans reflet. Un témoignage anonyme publié dans un groupe de soutien décrit cette bascule. Pendant des années, je répondais à ses moqueries, à ses silences. Et un jour, j'ai arrêté. Il m'a demandé si j'étais malade. J'ai dit « Non, je suis juste occupé à vivre ». Ce simple geste de détachement a mis fin à des années de tension. Parce que l'indifférence active n'est pas un mur, c'est une frontière saine. Les stoïciens appelaient cela l'isolement volontaire de l'âme. Non pas se couper du monde, mais se recentrer sur ce qui est stable, paisible, immobile en soi. Et ce centre-là, une fois retrouvé, devient imprenable. Mais attention, l'indifférence active ne se décrète pas, elle se cultive, elle demande du travail intérieur. Car au début, vous aurez envie de répondre, de corriger, de faire comprendre. Mais chaque mot que vous donnez est une bouffée d'oxygène pour lui. Même votre colère est une offrande. Et vous n'êtes plus là pour nourrir son système. Ce choix d'indifférence n'est pas une punition. C'est un acte de survie mentale, une discipline, une forme d'amour-propre incarné. Et elle produit un effet miroir. Plus vous devenez calme, stable, détaché, plus il devient chaotique, instable, imprévisible. La neuroscientifique Tania Singer a démontré que la posture intérieure influence directement notre perception des attaques extérieures. En activant certaines zones du cerveau liées à la régulation émotionnelle, on devient moins perméable, moins manipulable et plus puissant. Le pervers narcissique, dans sa construction interne, ne peut pas comprendre cette force tranquille. Il attend un conflit, il attend une scène, il attend une preuve qu'il vous atteint. Et ce que vous lui donnez, c'est rien, juste vous, dans votre centre. Et c'est là, dans ce vide apparent mais plein de présence, que le retournement s'opère. Il perd le contrôle. Vous reprenez le vôtre, non pas pour dominer, mais pour reconstruire. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans la dernière partie. Sortir du rôle de cible pour devenir inébranlable. Épictète, qui avait été esclave avant de devenir philosophe, l'a dit mieux que quiconque. Personne ne peut te nuire sans ta permission. Et si cette phrase vous paraît dure, c'est qu'elle est libératrice. Elle ne nie pas la violence psychologique. Elle ne minimise pas les blessures. Elle vous rend les clés. Parce que ce n'est pas votre histoire qui fait de vous une victime, c'est l'endroit où vous restez figé à l'intérieur. Et maintenant, il est temps de bouger. Quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, on ne sort pas seulement avec des cicatrices. On sort souvent vidé, perdu, désorienté. C'est comme si on avait été arraché à soi-même. Le psychiatre François Lelore, dans ses travaux sur les personnalités toxiques, parle d'une forme de désintégration identitaire. Vous ne savez plus ce que vous aimez, ce que vous ressentez, ce qui est vrai ou faux. Vous étiez devenu un miroir déformé de l'autre. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette désintégration peut devenir une renaissance, parce qu'elle crée un vide. Et dans ce vide, vous pouvez choisir ce que vous y mettez, ce que vous y reconstruisez. La résilience n'est pas juste un mot à la mode, c'est un processus biologique, neurologique, émotionnel. Le professeur Stephen Southwick, spécialiste du stress post-traumatique à Yale, a démontré que les personnes ayant vécu des relations abusives peuvent développer une force mentale supérieure à la moyenne, à condition qu'elles reconstruisent leur histoire consciemment. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Parce qu'il ne vous dit pas « va mieux », il vous dit « regarde ce que tu peux faire avec ce qui t'est arrivé ». Marc Aurèle, empereur romain et penseur de la sagesse intérieure, écrivait dans ses pensées « ce qui empêche l'action fait progresser l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Alors oui, vous avez été manipulé, peut-être brisé, mais ce n'est pas là que l'histoire se termine, c'est là qu'elle commence. Parce que maintenant, vous avez vu, vous avez compris, et surtout, vous avez traversé ce que beaucoup ne voient jamais. Carl Jung disait
On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Vous avez vu l'ombre de l'autre, mais aussi la vôtre, vos peurs, vos besoins, vos blessures ouvertes. Et en les voyant, vous pouvez maintenant les transformer. La victime silencieuse n'a pas besoin de devenir un guerrier vengeur. Elle doit devenir un être souverain. Et cela commence par des actes simples mais puissants. Dire non sans se justifier. Dire oui sans avoir peur. Reprendre le contrôle de son emploi du temps. Choisir ses silences. Retrouver son corps, ses goûts, ses valeurs, son espace mental. La neuroscientifique Catherine Franzen a observé que, lorsque des individus reprennent le contrôle de petites routines après un trauma, le cerveau réactive progressivement ses circuits de plaisir naturel. L'estime de soi revient. L'élan vital se réinstalle. Et un jour, sans prévenir, vous ressentez quelque chose d'inattendu, de la gratitude. Non pas pour ce que vous avez subi, mais pour ce que cela vous a permis de découvrir. Un calme nouveau, une lucidité froide mais douce, une force tranquille, celle qui ne dépend de personne. Le stoïcisme ne vous promet pas une vie sans douleur. Il vous promet une vie où la douleur ne vous définit plus. Une vie d'action, de conscience, de clarté, où ce que vous traversez vous transforme, mais ne vous détruit plus. Un jour, vous croiserez ce type de personne toxique. Vous reconnaîtrez les signaux, et vous n'aurez plus à fuir, parce que cette fois, vous n'entrerez même pas dans le jeu. Votre paix sera votre bouclier, votre silence, votre puissance, votre présence, votre réponse. La victime silencieuse est morte. Vous êtes devenu quelqu'un qui peut regarder le chaos en face et rester immobile. Pas froid, pas coupé, juste libre. Et cette liberté, elle est contagieuse. Elle inspire, elle élève, elle montre aux autres qu'il est possible de sortir de l'ombre sans hurler, juste en marchant, droit, vers la lumière. Comme l'écrivait Sénèque, la souffrance est un enseignement déguisé. Vous venez de finir la leçon. À vous maintenant d'enseigner, par votre posture, votre regard, votre sérénité retrouvée. Avant de finir, des dizaines de vidéos sont disponibles sur la chaîne. Pour l'instant, elles sont en accès anticipé, uniquement pour les membres. En t'abonnant premium via le bouton rejoindre, tu peux y avoir accès. Mais tu peux aussi simplement t'abonner, laisser un like si la vidéo t'a aidé, et tu finiras par y avoir accès. Merci à tous pour votre visionnage.